Oh là, bonjour à tous. Je voulais évoquer Céline aujourd'hui, un auteur que j'ai trouvé fascinant, que tout le monde devrait lire, d'une part parce que la guerre a tendance à se reproduire sans cesse. Le meilleur remède, c'est un livre comme celui-ci, c'est radical, hein, c'est saisissant, l'écriture est époustouflante. Mais par-delà la guerre, c'est l'effet de masse qu'il décrit, et ça c'est vraiment intemporel. Il décrit la soumission aveugle de tout un peuple, tout simplement. Après tout, on l'a vécu il n'y a pas plus tard que 2 ans. Et vous voyez de quoi je parle. Donc très rapidement dans l'ouvrage, Céline décrit le sentiment de lâcheté. Non pas tellement de façon péjorative en fait, puisqu'il assume sa propre lâcheté, mais il lui oppose plutôt le cadre dans lequel cette lâcheté s'exprime, le cadre auquel il fait face. Il se demande constamment, est-ce que je suis lâche et peureux, ou est-ce que c'est eux qui sont tous devenus fous, mais fous alliés? Et il y a une ironie qui ressort à travers ces lignes, de cette situation ubuesque dans laquelle il est plongé, mais malgré lui, en fait. Et il a cette façon, notamment, d'écrire certaines phrases, et alors, dans de rares cas, mais avec l'appréciation un petit enfant innocent et pur. Il écrit, par exemple, aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais jamais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été gentil avec eux. De là à me mettre une balle dans le coffret. Alors, un peu plus loin, il y avait aussi une phrase de ce style. Je ne sais pas si mon général sait pourquoi je tire sur ces gens, et pourquoi il me tire dessus. Peut-être que ceux d'en face savent pourquoi il me tire dessus. Il y a presque cette vision du petit Nicolas, très enfantin, très innocent, qui est approprié à la situation. Mais c'est pas ça, Céline. Céline, ça pousse beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, il a participé à la Première Guerre mondiale, donc vraiment, il sait de quoi il parle. Et, et vraiment, il arrive à montrer l'ironie à chaque page de la situation, à la fois la tristesse et la folie des hommes. C'est vraiment d'une beauté. Et ici, on rejoint Bernanos dans cette idée, mais comment est-ce que ces gens, toute cette société, ce beau monde bien éduqué, sérieux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sortait de la Belle Époque. Je vous mettrai une photo, la Belle Époque, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est pas les wesh-wesh à casquette d'aujourd'hui. Hein. C'était vraiment un peu le summum de la civilisation française. Et comment est-ce que toute cette société bien éduquée, à valeurs catholiques, bien soin d'elle, bien sur elle, euh, a pu verser dans la criminalité et le meurtre de masse envers de parfaits inconnus du jour au lendemain. Et tout cela était une chose acceptée et sérieuse. C'est ça qui est incroyable. Et là, on rejoint aussi l'idée, parce que là, il remet en avant, on est dans l'époque où Jules Ferry a démocratisé l'école, il a même forcé l'école à faire des petits soldats, parce que finalement, c'était presque sans faire du complotisme, n'est-ce pas? Mais ils ont anticipé l'idée d'une guerre, et on leur a appris la géographie et l'histoire, on leur a appris que l'Alsace-Lorraine avait été prise, on leur a appris la notion patriote, donc à travers la géographie et l'histoire, apprendre à lire et écrire, en fait, on est en train de former des soldats. Et on a donc arraché des champs, des enfants de fermiers qui étaient là à faire les moissons, à s'amuser sur les bottes de paille, même s'ils travaillaient, qui étaient instruits par l'Église catholique, c'était avant la séparation Église-État, qui étaient instruits ainsi, et on les a jetés dans la géhenne complète. On a détruit toutes leurs valeurs que l'Église catholique leur apprenait, la charité, la bonté, le fait qu'il y ait des péchés capitaux, le vice, et surtout, évidemment, le meurtre, le crime. Du jour au lendemain, on a centralisé l'éducation, on leur a dit toutes ces valeurs, elles sont dépassées, on leur apprend à lire et écrire, mais on leur ferme la Bible. Et en échange, on les jette dans un puits sans fond de l'enfer, des tranchées. C'est incroyable. Et dans chaque tranchée, toute l'ironie de la situation est montrée par l'auteur, puisqu'il nous explique que ses pires ennemis n'étaient pas ceux d'en face, mais c'était les ennemis de sa propre tranchée.
puisque s'il faisait marche arrière, il était abattu par les gendarmes. Il n'y avait pas de lâcheté possible, il n'y avait pas de retour en arrière. On ne pouvait pas s'enfuir, sinon on était abattu comme déserteurs. Et dans chaque tranchée, il y avait un petit gendarme qui veillait à fusiller les lâches et qui rapportait tout, qui observait tout. Et il se demandait qu'est-ce qu'il avait fait pour que les généraux lui disent d'aller aller offrir sa dépouille sur des pics en face. Et pourquoi moi? Pourquoi plutôt qu'un autre? On aurait dit que la France entière a eu l'idée du jour au lendemain d'écraser toute sa chair humaine sur des pics. C'est vraiment brillamment écrit. Il en était arrivé au stade où finalement, chez son ennemi, il espérait trouver refuge. Puisque ici, il rejoint un déserteur et il se pose la question d'essayer de trouver une solution pour devenir prisonnier. Puisqu'il préférait encore être prisonnier chez les Boches que de continuer cette guerre chez les Français avec son général et ses gendarmes qui voulaient que sa peau et détruire sa chair et voler son âme, parce qu'il s'agit clairement de ça. Et on voit à quel point tous ces petits capots avaient du courage et à quel point ils se moquent du courage. Et le courage n'était que de la folie. C'était le courage d'aller s'écraser contre des pics. Ça n'avait aucun sens. Puisque l'auteur comprend bien, que ce soit des généraux français ou allemands, que demain la France change de puissant. Pour lui, petit peuple, ça ne changeait rien. D'ailleurs, c'est ce qui s'est toujours passé à travers l'histoire. Les guerres, à la base, ont toujours été faites par des mercenaires, par des types qui n'avaient pas de travail. Alors il y a eu une noblesse à un moment qui s'occupait de ça, mais très souvent les guerres, parce que c'était un échange de la dîme, la noblesse protégeait les paysans. Mais les guerres ont toujours été un métier, et à aucun moment on ne pouvait demander à toute une population d'aller se tuer. C'était hors de question, et Bernanos l'écrit très bien, lui aussi, comme écrivain. Je vais vous lire un extrait d'un livre de Bernanos, prédictif, puisqu'il s'appelle « La France contre les robots ». Voilà ce qu'il dit. « L'homme de l'ancienne France, cher lecteur, vous paraîtrait aisément aujourd'hui comme un anarchiste. Ce que vous appelez désordre, il l'appelait de l'ordre. Et jamais Louis XIV, à Versailles, n'eût osé seulement examiner l'hypothèse de la conscription. L'idée d'incorporer à l'armée n'importe quel Français de 18 à 45 ans n'aurait pu venir en ce temps-là qu'à l'esprit d'un fou. » Et là, on est vraiment dedans. Alors aujourd'hui, je pense que ça a été détrôné, en tout cas, il faut espérer, puisque on a une époque du nucléaire et des missiles. Je pense que les armes ont changé de forme et que les pic-pic, le Covid-21, on va l'appeler comme ça, a changé de forme sur la guerre. Les guerres changent de forme régulièrement. Mais l'hérésie est la même. Et on voit aussi à quel point ça a favorisé et facilité vraiment une organisation criminelle. Non seulement, comme d'habitude, les industriels font fortune sur la mort des gens, et de l'autre sens, ils voient en permission ou lorsqu'il est blessé qu'il retourne en ville à Paris. D'ailleurs, remarquez que la belle époque a été poursuivie par les années folles. En fait, il y avait déjà le début pratiquement des années folles à Paris à ce moment-là. C'était la débauche complète. Il voit à quel point loin du front, mais Paris est devenu un pays entier de vices et de criminels. Et tout y est mis à l'excès, l'alcool, la débauche. Tout ça n'est que tenu par une énorme mafia. Et on imagine ces pauvres poilus qui revenaient gueule cassée et ruinés parce qu'on cramait tous les villages. Hein. Et encore aujourd'hui, s'il y a une guerre, votre maison n'est pas assurée. C'est écrit dans la police d'assurance. Votre maison ne vous est pas remboursée s'il y a une guerre. Donc les mecs étaient ruinés, ils étaient défigurés, leurs femmes s'étaient cassées avec un Américain. Ils avaient tout perdu, quoi. Aller faire la guerre n'avait aucun avantage sous aucun aspect pour eux. C'était un métier qui était dédié à l'armée de Napoléon, qui était dédié à une armée professionnelle. Quels que soient tes maîtres, qu'ils soient allemands ou français ou américains, finalement, ça reste tes maîtres. Et ça ne change rien. Et cette manière de nous décrire
la ville et le pays entier comme jetés aux mains des malfrats et à une bande d'organisations criminelles, c'est incroyable. Et pire encore, c'est que non seulement ces gens-là avaient tout perdu, le visage, leur femme, leur fortune, leur avenir, tout, mais en plus, dans la rotation du monde, on les oublie très rapidement, comme la folie des 2 dernières années avec cette pseudo-épidémie que vous avez vue, qui est remplacée déjà aujourd'hui par l'Ukraine, demain par autre chose. La rotation du monde, la folie du monde fait que ce qui paraît être une hystérie générale de la société un jour autour d'une guerre ou de quelque chose, le lendemain est très rapidement oublié. Par contre, les séquelles que vous avez sur votre vie, ça, c'est pour votre gueule. C'est le cas de le dire, et c'est pas oublié. Voilà de quelle manière il dresse un tableau de l'hypocrisie de la société qui est vraiment magnifique. On avait donc arraché aux champs des petits fermiers catholiques qui répandaient les paroles du Christ pour les former, ou plutôt les écraser dans le moule à broyer de l'école républicaine de Jules Ferry, et pour en faire des meurtriers et des criminels. Autrement dit, bon, c'est pas tellement une découverte, il y a 2 grands virages dans l'histoire de France pour moi. Il y a eu la guerre de Vendée, évidemment, et la deuxième, c'est quand même la Première Guerre. La Deuxième Guerre est presque anecdotique. Ça rappelle quelqu'un, on va pas rentrer dans les détails, mais la Première Guerre est vraiment un grand virage. D'ailleurs, ne serait-ce que les costumes, vous regardez les costumes de la Belle Époque, et après la Belle Époque, dans les années 30, les costumes ont totalement disparu. Donc on voit qu'on est tombé d'un premier niveau, et puis bon, bah, après la Deuxième Guerre, et puis les années 80, bon, bah, après les 68 arts, on est encore tombé d'un niveau, et on ne fait que tomber de niveau en niveau plus bas. Mais on est passé vraiment d'une France, je ne vais pas idéaliser, justement, je vais y venir, mais assez catholique, assez respectueuse, assez pertinente dans une certaine vision des péchés quand même, qui du jour au lendemain est devenue une gigantesque géhenne d'enfer où tout le monde était un criminel, quoi. Et autant au front que derrière le front, les gens profitaient du crime organisé, puisque tout le monde faisait son petit business, en fait. C'était, c'est mieux expliqué que je ne saurais vous le dire, c'est mieux expliqué dans le livre. Sa vision de la société est vraiment déplorable. Et il met aussi en avant la vanité, et notamment, aujourd'hui, on ne pourrait plus en parler, la vanité des femmes. Alors, il n'y a pas qu'elle, mais c'est merveilleux comment il montre qu'il revient du front après avoir vu des abominations, et qu'il se trouve une copine qui, comme souvent à cette époque-là, le trompe avec tout ce qui bouge. Il dit de lui-même que les femmes avaient le feu au cul, puisque tous les hommes étaient au front, et qu'ils étaient tous en train de mourir. Et que les cinquantenaires, les bourgeois, les étrangers qui étaient en France, là, en l'occurrence des Argentins, se faisaient plaisir, faisaient fortune et se tapaient toutes les femmes des poilus qui étaient à la guerre. C'est quand même une histoire de dingue. Et cette femme, qui est ici américaine et qui vient en France, lui explique à quel point il est lâche de ne pas retourner au front et d'en avoir peur, parce que la France est un esprit chevaleresque. Et ici, on retrouve l'idée patriotique très à la mode, que je comprends et d'une certaine manière que j'intègre et que je partage. Mais ça pose une question, est-ce ce romantisme qui est repris au Puy du Fou par De Villiers, est-ce que cet aspect romantique n'est pas un peu trop féminisé ? Là, ici, cette femme américaine lui raconte à quel point la France est messianique, à quel point elle a un but dans le monde, à quel point c'est important, à quel point les Français sont des chevaliers. Et elle lui dit à quel point il est lâche, débile, ingrat de ne pas aller au front se faire décortiquer, dépioter en petits morceaux. Et elle, quel est son travail dans la vie, à part se taper tous les officiers qui bougent ? Elle, son travail, c'est d'apporter des beignets. Elle fabrique des beignets, elle les apporte au camp militaire. Et c'est ça son devoir chevaleresque en tant que femme. Et lorsqu'elle prend 3 kilos, elle fait toutes les pharmacies de tous les quartiers parisiens, parce qu'à l'époque, ils allaient se peser dans les pharmacies, pour vérifier qu'elle a pris 3 kilos, et elle fait un drame, et elle pleure. Voilà, si tu veux, tu reviens du front, tu vois des abominations, tu reviens pour avoir quelques minutes de tendresse avec une femme qui se tape tout ce qui bouge,
et elle pleure parce qu'elle a pris 3 kilos et elle te demande de retourner au front te faire décortiquer. Et on est dans ce drame encore aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est déjà un peu le wokisme de l'époque. On est déjà là-dedans. D'être obligé, et ici il le montre, il est obligé de se taire, de ne pas trop parler des choses comme il les pense pour avoir droit à quelques minutes de tendresse. Comme aujourd'hui face à des féministes et à des wokistes, il y a cette façon de quémander un peu de tendresse et d'amour, et en face la brutalité du monde, et de l'autre côté une espèce de vanité, de superficiel. Et d'où ma question, est-ce que ce n'est pas un peu trop féminiser la société que de trop idéaliser cette vision chevaleresque aussi de la France? Et je pose la question, qu'est-ce que le patriotisme? Parce qu'à un moment, j'ai vécu aussi des choses dans ma vie professionnelle, en ce moment, et qui m'ont amené à poser la question, est-ce qu'à un moment, de toute façon la réponse, elle est toute trouvée, Dieu, le christianisme est censé quand même passer au-dessus du patriotisme. Attention avec le patriotisme, parce que je pense que c'est quand même un faux combat. Ce qui n'empêche pas d'être patriote, ce qui n'empêche pas d'honorer la mémoire des ancêtres, tout ce qu'ils ont fait, notamment au front, de l'intégrer, de le valoriser. Mais attention, quand même, il y a des criminels partout. Ceux qui ont amené les gens au front ont été des criminels, mais ceux qui ont compati, qui ont combattu au front, au lieu de se faire exécuter, ont été aussi des criminels. Vous savez, c'est l'expérience, cette histoire de guerre, c'est l'expérience de Milgram, M-I-L-G-R-A-M. Allez, regardez sur Internet si vous ne connaissez pas. Cette expérience qui a été reconduite plusieurs fois, et d'ailleurs qui a été reconduite dans les années 90, je crois, et qui augmentait d'année en année. Mais la plus grande expérience de Milgram, c'est quand même la Première Guerre mondiale. La deuxième plus grande, c'est probablement le Covid, que vous avez connu. J'espère que ce mot ne va pas me striker la vidéo. Et dans cette expérience, on demande à quelqu'un d'électrocuter quelqu'un d'autre. La demande est formulée par un scientifique, par un gars qui a l'air sérieux. Ici, ça pourrait donc être un général d'armée. Ici, c'est un scientifique dans l'expérience de Milgram. Et la personne électrocute une autre personne en se disant, après tout, c'est un scientifique qui me le demande. Ici, on vous demande de vous injecter n'importe quoi. Après tout, c'est un scientifique qui vous le demande. À la guerre, on vous demande d'aller tuer les gens d'en face. Vous les connaissez pas. Ils vous ont rien fait. Mais après tout, c'est le gouvernement qui vous le demande. C'est des gens sérieux, n'est-ce pas? C'est un général d'armée. Très bien, sérieux, très propre sur lui qui le demande. Donc c'est quelque chose de sérieux, n'est-ce pas? Dans l'expérience de Milgram, autant le scientifique que la personne qui a électrocuté l'innocent est responsable. Ici, à la Première Guerre, j'en suis navré. Les gens qui ont été combattre sont aussi des criminels que les généraux et le gouvernement. À un moment, il faut reconnaître les torts, et ici, ils sont partagés. C'est la chose, quoi. Donc vous voyez comment vous avez réagi et collaboré ou non à l'expérience entre 2019 et 2021, et vous voyez ce qui se serait passé dans les années 40 ou à la Première Guerre. Vous avez une petite idée. Mais pour moi, et ce que je retiens de Céline, c'est en tout cas dans mon cas personnel, l'apothéose de Céline se situait dans une phrase où il expliquait qu'il demande peu à un homme de mourir, il lui demande peu de mourir s'il n'a pas d'imagination. Derrière le mot imagination, effectivement, il y a des choses profondes, mais on va détailler tout cela. La création est essentielle à la vie. Vous savez, afin d'échapper à une routine. Le fait de créer des entreprises, de fonder une famille, de faire des choses. Et le leitmotiv de ces massacres était de sauver non pas tellement la France, mais plutôt la République, qui était constamment menacée. Et la République qui a toujours été très propre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on l'exporte dans les pays arabes à coups de bombes. Et finalement, rien n'a changé ici. Une fois au front, Céline est entouré par le bruit et par le feu, et il devient
le bruit et le feu. C'est tout autant transposable à notre époque, avec tout le brouhaha du monde extérieur, les médias, les potins, les buzz, les peurs, la mode, tous les bruits sourds des usines qui produisent de l'obsolescence programmée à la chaîne. Et pour écouler tout ce stock de produits, on accapare nos cerveaux avec, vous savez, comme le dit le directeur de TF1, le temps de cerveau disponible. Et parmi tout cela, il y a évidemment une perte de contact avec notre monde intérieur, notre calme, notre paix interne, qui est aussi le siège de notre créativité, de la connaissance de soi. Et Céline décrit ça brillamment. Tous ces hommes ont vendu leur âme. Ils ont perdu leur conscience dans une immense expérience de 1000 grammes. Écoutez ce passage. Serait-il la terre entière et moi tout seul? C'est moi qui ai raison, car je suis seul à savoir ce que je veux. Oui, c'est une phrase qui fait comprendre l'opposition entre l'individu et la masse. D'ailleurs, on revient à des notions peut-être un peu politiques, mais les pays asiatiques raisonnent en termes de masse, en termes de collectivisme. Donc c'est effectivement un état d'esprit beaucoup plus communiste. En Occident, on est plus dans l'individu, dans l'individualisme. Mais ici, ils étaient parvenus à matrixer les cerveaux et faire passer l'esprit chevaleresque d'un individu au fait de se soumettre à la masse et de s'écraser à la guerre. Or, Céline n'est pas dupe, et il n'a jamais renoncé à sa volonté propre et à son âme. Il n'a jamais soustrait sa pensée à la doxa. Et de fait, il vit une fracture entre sa conscience et cette hypnose collective, l'aliénation dans laquelle a sombré en fait soudainement des millions d'hommes avec une rage de chien. Il dit qu'ils sont pires que des chiens, puisqu'ils sont au-delà ils sont dans l'amour de cette rage, cette volonté de meurtre à la pelle et de massacre en masse. En fait, Céline perçoit l'ensemble de la scène, non pas depuis son cerveau d'humain, mais depuis son âme, depuis sa conscience. Et lorsqu'on lui oppose un esprit chevaleresque, ça fait pas illusion chez lui. Parce que c'est cet objet de conscience qu'on lui présente, c'est en réalité une totale soumission d'individu vers la collectivité. Il y a aussi cette même notion de la masse chez Tocqueville. Tocqueville qui écrit que le futur despotisme, lui qui voyait la création de l'Amérique, enfin ça a été déjà créé depuis un siècle et demi, un peu plus, mais il voyait le futur de la France après sa révolution, et il voyait que le futur despotisme ne serait pas tellement un roi, mais la démocratie elle-même, qui tendait à faire des êtres humains uniformes et comment il dit ça, une mollesse d'esprit, ce qu'on appelle vraiment maintenant un conformisme. Et dans tout cela, évidemment, il y a certainement des beaux combats nobles. Mais l'idée, c'est de faire le bon combat. Parce qu'une fois en face de Dieu, s'il fallait demander à ces soldats pourquoi ils ont tiré sur les personnes en face, il n'y a pas un seul d'entre eux qui ne saura répondre à la question. Ils diront, j'ai obéi, j'ai consenti. Et vous ne pourrez pas vous soustraire de ce qui s'est passé. Je veux dire, d'un point de vue de l'âme, du karma, votre responsabilité dans cette folie ne peut pas vous être ôtée. Vous y avez pleinement participé. Après, c'est encore un autre sujet, mais on se souvient de cette phrase du Christ sur la croix, « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Parce que c'était encore l'aliénation collective, le fait d'avoir une âme endormie, d'avoir une conscience endormie, les gens se soumettent à la masse, au conformisme. Dans toute expérience de 1000 grammes, les individus soumis, en fait, ils perdent pied avec eux-mêmes. Ils perdent pied avec, peut-être pas tellement la réalité, mais au moins leur réalité. Toute cette masse de personnes n'a fait que soumettre, ces humains n'ont fait que soumettre leur conscience tous les jours de leur vie, sans jamais chercher leur âme, comme s'ils étaient des objets. Votre conscience est alors pulvérisée, elle est détruite parmi les bruits du monde. Et Céline en répond
avec ce chef-d'œuvre absolument sublime, cette phrase: quand on n'a pas d'imagination, mourir, c'est peu de choses. Quand on en a, mourir, c'est trop. Voilà ma vie, jamais je n'avais compris tant de choses à la fois. Pour moi, cette phrase, elle est très profonde. Elle aurait bien lieu d'être gravée dans les grands livres spirituels et religieux. Parce qu'on peut l'arpenter sur une voie spirituelle que je vous proposerais d'approcher. Il faudrait vous rapprocher éventuellement de Joe Dispenza, de personnes comme celle-ci. En France, on a Stéphane Guillemant. Pour résumer, c'est à peu près une idée de la loi d'attraction, dont vous avez déjà dû entendre parler. Je pense donc je suis, on crée d'une certaine manière sa réalité. Mais même si on veut se pencher sur une voie beaucoup plus cartésienne, si vous êtes au front, vous imaginez votre futur mariage, votre ferme et vos bêtes, parce qu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup d'hommes dans la terre à l'époque. Vous imaginez vos futurs enfants, votre jolie maison. Bref, il y a pléthore de choses à imaginer, et certainement que beaucoup y pensaient, j'ai pas de doute là-dessus. Mais l'imagination ne prenait pas le dessus. C'était leur peur qui prenait le dessus. Et parce qu'ils savaient aussi que s'ils rebroussaient le chemin, ils étaient fusillés par la gendarmerie, pour désertion. Mais dans son cas à lui, Céline ne cesse d'imaginer non pas tellement une vie vaniteuse à Paris, dans sa vie d'avant, mais il ne cesse d'imaginer comment fuir, comment ruser, comment échapper, comment contourner cette guerre. Il va jusqu'à brûler des maisons françaises de ses concitoyens pour faire croire qu'un village a été pris par les Allemands et pour qu'ils puissent s'y réfugier. Parce qu'il partait en éclaireur, en fait. Son général lui demandait de partir en éclaireur, ce qui lui permet de s'échapper et de partir dans un village, et ne serait-ce que pour la nuit être seul, parce que c'était une tradition des Allemands, il met le feu à des villages abandonnés, il détruit des villages entiers, juste pour être sûr que personne ne vienne le chercher pendant au moins 24 heures. Parce que les Français auront trop peur, ils se diront, il y a des Allemands dans ce village, il a été pris. Et puis il n'a pas peur de ces pseudo-ennemis allemands. Au contraire, il cherche lui-même à se livrer prisonnier aux Allemands. Il est prêt à tout. C'est une pulsion de vie qu'il nous livre, en fait, une pulsion de survie. Et elle est absolument énorme en lui. Dans les lignes, en fait, il ouvre son âme. Il intègre pleinement que ce n'est pas de l'héroïsme, mais de l'inconscience de vendre son âme à l'obéissance aveugle à des ordres. Parce que ces ordres-là sont établis dans un cadre sociétal, et il perçoit très bien que toute la société est devenue folle, et qu'il n'y a plus un seul cœur humain qui bat parmi ce brasier de violence sans but. Alors je vous cite une dernière fois cette phrase: quand on n'a pas d'imagination, mourir, c'est peu de choses. Quand on en a, mourir, c'est trop. Voilà ma vie. Jamais je n'avais compris tant de choses à la fois. Je vous dis à bientôt. Ciao.